Et voilà. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire du 15 mars sur un sujet particulièrement important et particulièrement intéressant. D'ailleurs, vous êtes nombreux parmi nous aujourd'hui. On va parler de la question de la charge de travail. On a connu ces derniers mois des périodes de confinement, de déconfinement. Ça a affecté le télétravail évidemment, le retour au travail, l'évolution économique, tout ça s'est fait avec un impact significatif sur les questions de charge, avec de la surcharge d'un côté, de la sous-charge de l'autre côté. Bref, des phénomènes qui sont pas simples à exprimer au sein des équipes de travail, pas simple non plus à repérer, à réguler par les managers, un risque santé sur la question de la charge de travail. Donc voilà, des thématiques qui à notre sens, nécessitaient qu'on s'y attarde un petit peu pour vraiment bien poser les choses et à un moment essayer d'avancer sereinement sur cette question. Aujourd'hui, donc vous connaissez notre façon de fonctionner, hein, regard croisé d'experts. On invite des gens autour de la table pour leurs compétences particulières sur un sujet. Aujourd'hui, j'ai deux experts qui m'accompagnent. D'abord, et Charlotte et Barbara, si vous le voulez bien, je vous introduis et puis vous prenez 2-3 minutes pour vous présenter. Charlotte, Girard Fabre, donc sportive de haut niveau, arbitre international au JO, conférencière sur un certain nombre de sujets. Et puis surtout aussi nommée parmi les 40 femmes les plus inspirantes selon Forbes. Charlotte, merci, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille, bonjour Cali Social, bonjour à toutes et à tous. Absolument ravi d'être avec vous et aux côtés de Barbara pour cette petite heure d'échange. Super. Et donc Barbara Hart, avocate associée, donc Sésame Avocat, spécialiste du droit social. Barbara, toi tu vas nous aussi nous parler de toutes les incidences juridiques, parce que c'est bien beau de parler de charge de travail à titre individuel avec des personnes comme Charlotte qui vont nous partager leurs expériences et puis leur vision du sujet, et puis des personnes comme moi pour la partie collective et organisation du travail. Mais toi tu vas nous expliquer un petit peu ce que l'on peut faire, ce que l'on peut pas faire sur les questions droit du travail. C'est bien cela ? Avec plaisir. J'aime particulièrement les sujets de prévention de la santé et la sécurité au travail. Donc avec plaisir pour refixer ces petits points juridiques et puis parler de l'actualité aussi des entreprises. Super. Bah écoute, en tout cas moi je suis ravi que vous soyez toutes les deux présentes avec moi. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc Camille Puech, moi je suis le président de Cali Social et donc j'anime ces regards croisés d'experts, et je suis là aussi en qualité d'expert sur les sujets de charge de travail. Je vais vous partager un petit peu comment sur la partie psychologie ces sujets interviennent, parce que c'est pas aussi simple qu'on aimerait que ce le soit, et donc ça va être aussi mon ensemble. Alors avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments pour comprendre le fonctionnement du webinaire. Vous avez tous, je vois qu'il y a des bonjours, voilà, vous êtes tous présents, merci. Plein de gens en ligne. Voilà, vous avez un chat pour participer. On est tous les trois, mais on a aussi Marina que vous ne voyez pas. Marina, elle est sur le chat. Elle va être en charge de repérer les questions justement pour nous les passer, pour qu'on puisse réagir directement sur les éléments, sur vos questions, sur éventuellement les points de précision que vous aurez identifiés. Donc n'hésitez pas dans le chat à partager vos réactions en direct. Et je vois d'ailleurs j'ai des bonjours de Rennes, de Vendée. N'hésitez pas à nous dire un petit peu d'où vous venez, ça nous intéresse, et puis aussi nous dire quel est votre poste, parce que on a beaucoup de personnes, des ressources humaines, des élus du personnel, des managers, des collaborateurs, mais ça nous intéresse de savoir. Donc n'hésitez pas sur le chat à nous indiquer votre région, et puis votre poste aussi est actuel dans les organisations. Voilà. Pays Basque, Troyes, Nantes. Ah si, Nantes, Rennes. Moi je suis breton, je suis de Quimper. Donc moi je suis basque. Je ferai voilà. Donc les Basques, les Bretons ont le droit, et les Tourangeaux ont le droit
ont le droit de... Une question prioritaire. Voilà, question prioritaire. Marina, tu notes donc les Bretons, les Basques et les Tourangeaux. On en profitera aussi au travers de faire quelques sondages parce que ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour. C'est une thématique qui concerne tout le monde, la question de la charge de travail. Donc on a quelques éléments évidemment qu'on a préparés à partager, mais de faire des sondages en direct pour avoir la température directement depuis de toutes les personnes qui nous représentent et qui sont présentes aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc il y aura quelques sondages. Voilà, alors je vois que ça défile. Bon, très bien, je vais le fermer parce que sinon je n'arriverai pas à me concentrer sur mon travail. C'est quand même trop de charge. Je suis là pour je veux pas surcharger ma charge mentale. En clair, pour démarrer, moi je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on quand on parle de charge de travail? Alors là, moi j'ai des ordres, j'ai des questions, tout le monde va intervenir. Là, pour cette première question, de quoi parle-t-on quand on parle de charge de travail? Avant de commencer, juste quelques mots sur la question juridique. Barbara, est-ce que tu peux nous expliquer ce concept de charge de travail au sens juridique dans les entreprises, dans les organisations, pardon? Alors, c'est intéressant parce que la charge de travail, c'est une notion qui n'est pas spécifiquement définie par le Code du travail ou par la loi, et elle excède très largement celle que tout le monde connaît bien, qui est celle de la durée du travail. Celle du temps de travail, bien sûr, on le sait tous, elle s'impose aux entreprises, elle est largement réglementée. Qu'on soit un salarié qui travaille aux 35 heures ou un cadre autonome qui a ce qu'on appelle un forfait réglementé en jours de travail sur l'année, on sait tous qu'on a une durée du travail à respecter. Les entreprises ont un gros travail de contrôle à effectuer, de mise en œuvre, de monitoring, et c'est une obligation qui est très très surveillée puisqu'elle est sanctionnée quand on ne paye pas des heures supplémentaires, par exemple, ou quand on ne respecte pas les durées de repos. En revanche, la charge de travail, c'est plus complexe. Ça se résout pas simplement à est-ce que je surveille, est-ce que dans mon entreprise, les salariés travaillent selon les obligations légales. C'est plus large que ça. Et en fait, ça va s'analyser, ça va s'évaluer au travers d'une autre obligation de l'entreprise qu'on disait au tout début, qui est celle de la prévention. L'entreprise, elle a une très forte obligation en matière de prévention des risques sur la santé tant physique que mentale de ses salariés, et ça recouvre notamment une obligation très précise qui est prévue par le code cette fois-ci, et que l'entreprise doit adapter le travail à l'homme. Et adapter le travail à l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, pour réaliser la charge de travail, pour répondre à ses objectifs de production, elle doit déterminer des méthodes de travail et elle doit déterminer des ressources. Et en fonction de ça, elle a l'obligation d'adapter ce travail aux ressources qu'elle va mettre en avant, qu'elle va employer et qu'elle va recruter. Donc c'est ça finalement l'obligation juridique, et c'est à travers ce prisme de la prévention qu'elle pourra être sanctionnée dans ce qu'on va évidemment évoquer, qui est la surcharge ou la sous-charge. Ouais, et moi je vais rebondir par-dessus parce que de toute façon c'est à mon tour de parler, donc c'est très bien. Je vois, il y a certaines questions dans le chat, dans les favoris déjà, merci Marina. Y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay, et tous les inscrits recevront une invitation à revoir le replay, et elles seront également mises online sur la chaîne YouTube de Cali Social. Donc il y aura un replay, et les docs. Alors on a certains docs. Moi, là pour le coup, généralement, je le fais sans doc, mais là j'ai préparé un doc parce que la question de la charge de travail, comme tu le dis, il y a la surcharge de travail, et puis il y a la sous-charge de travail, et puis il y a des concepts. Et comme ces concepts sont pas simples à exprimer sans documentation, j'ai préparé quelques supports, donc ça, ils seront également partagés. Et puis on a aussi, et on en parlera en fin de webinaire, une phase boîte à outils où là j'invite les intervenants à nous communiquer des outils pour aller plus loin, pour que les participants repartent justement avec quelque chose sous le bras, et nous aussi on a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de documents. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question de Isabelle et donc de Josiane sur la question du replay. En parallèle,
on a également lancé un sondage pour évaluer la situation des participants entre actuellement vous considérez-vous en surcharge de travail, en sous-charge de travail, ou alors à une charge de travail adéquate à l'équilibre. Voilà, l'idée c'est vraiment de voir où on en est, en tout cas quel est le panel des participants, comment ils vivent cette question de charge de travail. Donc la question de la charge de travail, au sens en psychologie, il y a plusieurs choses. Alors je vais commencer par exprimer. Alors là normalement je partage des supports. Alors c'est pas très clair, mais je vais les documenter, je vais les raconter, donc ce sera plus simple. Déjà quand on parle de charge de travail en psychologie, il n'y a pas une charge de travail. On a un prisme en fait de 3 charges de travail. Les 3 dimensions de la charge de travail. On a ce qu'on appelle la charge prescrite, ce que l'on attend de moi, à savoir ce qu'on me demande de faire, c'est ce qu'on prescrit. Le manager va dire tiens, est-ce que tu peux faire ça, il y a une heure de travail. Eh bien c'est une charge prescrite, il pense qu'il y a 1 heure de travail, il te prescrit 1 heure de travail pour réaliser cette tâche. Ensuite on a la tâche vécue, donc ça c'est la façon dont on ressent la charge de travail, et donc c'est ok, tu prescrit 1 heure, moi je vois autre chose, et donc je pense qu'il y a 3 heures de travail, c'est ce que je vis. Et puis au milieu de ces deux-là, il y a la charge réelle, il y a combien de temps objectivement on va passer à réaliser la tâche. Et c'est vrai que c'est très intéressant par rapport à ce que tu disais Barbara, parce que ces notions de charge de travail et de charge réelle déjà, qui sont même pas définies à 100% par le code, en psychologie, on considère que ça n'est qu'une des 3 dimensions de la charge de travail, et qu'on ne peut pas travailler, on peut pas parler de charge de travail si on ne parle pas de la charge prescrite et de la charge vécue. Et il y a un élément qui est intéressant, donc vous avez la charge vécue en vert, parce qu'en fait la charge vécue, il y a énormément de facteurs qui vont influencer cette notion de vécu. Déjà sa charge de travail actuelle. Si j'ai beaucoup de charge de travail et qu'on me demande une charge supplémentaire, je vais la vivre beaucoup plus négativement que si je n'ai pas beaucoup de travail avec une même charge. Et donc là, le vécu est important. Il y a aussi d'autres éléments, vous avez le détail, participation aux décisions et à l'autonomie, les caractéristiques personnelles, la reconnaissance, la considération, le climat, les ressources personnelles, les compétences de l'environnement. Et je vais m'attarder sur la notion d'environnement parce que on est dans un contexte de Covid, de confinement, et donc on est dans un contexte où l'environnement, on en a parlé dans d'autres webinaires et je pense qu'on en reparlera encore dans des prochains. On est dans un environnement défavorable en psychologie avec un déséquilibre de la vie personnelle, de la vie sociale, un déséquilibre de la vie du travail. Et donc, il y a un certain nombre de facteurs qui vont aussi influer sur cette notion de charge vécue. Et donc, les équipes, l'ensemble des collaborateurs vont en ce moment vivre beaucoup plus négativement la charge de travail que dans une situation beaucoup plus stabilisée, familialement, socialement, professionnellement, où eh bien on aurait un environnement favorable. Voilà. Et donc ça c'est important sur ces notions de ces différents concepts. Et il y a un autre élément que je voulais présenter. Alors, je vais le faire dans l'autre sens parce que, en fait, si vous voulez, sur les questions de stress, sur les questions d'anxiété au travail, il y a beaucoup de concepts. Là, j'en présente 2 parce que je les trouve intéressants aujourd'hui. Celui de Karasek est assez connu pour son questionnaire, le questionnaire Karasek, qui à un moment a été très utilisé. Aujourd'hui, il est moins utilisé parce que trop conceptuel, mais la partie conceptuelle est intéressante. Et le modèle de Sigris est beaucoup plus simple, avec un questionnaire aussi qu'on utilise moins, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que Karasek dit, Karasek il voit 3 dimensions. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Il y a la notion de soutien, la notion de contrôle, la notion de demande. En clair, c'est est-ce que je suis équipé, accompagné pour réaliser mon travail? Est-ce que j'ai des collègues, j'ai un manager, j'ai des outils, etc. Est-ce que j'ai un soutien élevé? Est-ce que j'ai un contrôle élevé ou une autonomie élevée? À savoir contrôle élevé ou autonomie élevée, c'est je décide de la manière dont je réalise mon travail, ou à l'inverse, je n'ai pas de latitude décisionnelle. Et ensuite, j'ai la demande qui peut être plus ou moins faible. Est-ce que ce qu'on me demande est complexe ou pas? Et en fait, ce que dit Karasek en général, ça résume tout ce qu'il dit, c'est que avec un faible soutien, une faible contrôle sur ce que l'on fait, un faible contrôle sur ce que l'on fait et une forte demande, eh bien, on est dans une situation de travail dangereux avec tous les troubles psychosociaux qui peuvent apparaître. Et en revanche, si on a un contrôle élevé et un soutien élevé, quelle que soit la demande, on est dans une situation de travail sain. Et ça, c'est très intéressant parce que la demande, c'est aussi la charge de travail.
avec une faible demande ou une forte demande, on peut être dans cette zone de travail sain si l'autonomie et le soutien est au rendez-vous. Et le problème, par rapport à ce que je disais avant sur la charge vécue, c'est que actuellement, on a un gros problème et on le constate nous dans les accompagnements que l'on réalise avec Elite Social. L'année dernière, on a accompagné 10 000 situations, 10 000 personnes, hein, c'est conséquent. Nous, on constate en fait que le problème, il y a évidemment un problème de charge réelle et on aura l'occasion d'en parler, mais il y a aussi un problème de soutien et d'équilibre, et donc la notion de charge vécue d'un côté est vraiment très impactante, peu d'autonomie ou peu de soutien, et donc on n'est pas dans une situation de travail sain, et de charge prescrite, où en fait on est dans une situation sans précédent, et donc il n'y a pas de prescription de comment on doit travailler dans cette période. Et je terminerai donc avec Sigrist. Sigrist, il dit autre chose. Sigrist, il dit, quelle que soit l'exigence de votre travail, si vous avez la récompense en face, on est dans une situation saine, au sens psychologique du terme. Et Sigrist, son modèle peut être représenté par le graphique suivant. Exigence de la tâche plus reconnaissance au travail égale efficacité au bien-être. Pour donner un exemple très simple, si j'ai une forte charge mentale et une grosse pression temporelle, avec de la reconnaissance et du soutien, j'ai un sentiment de satisfaction et d'efficacité. Avec une absence de reconnaissance et de soutien, je suis dans la mauvaise performance et l'insatisfaction et dans la dégradation de la santé. Voilà, c'était les deux concepts que je voulais présenter aujourd'hui au sens collectif, parce que on s'aperçoit que quand on doit travailler sur cette question, il suffit pas de se focaliser sur la charge réelle, mais aussi de travailler sur la charge prescrite et la charge vécue. Voilà. Charlotte, c'est à moi de vous qu'est-ce que t'en inspirer. penses? Ouais. Alors, vas-y. Non, mais tu es la seule parmi nous trois qui est une des 40 personnes les plus inspirantes autour de cette table, donc effectivement, sans te mettre la pression, ma chère Charlotte, à toi la parole. Ouais, merci Camille. En tout cas, je vais essayer de rajouter un peu de pragmatisme à ces deux visions très juridiques et très théoriques de la charge mentale. La charge de travail pour un sportif de haut niveau, il en a l'habitude. Il doit gérer le match du week-end, les championnats du monde annuels, les Jeux olympiques tous les 4 ans, les charges d'entraînement, les charges de repos, parce qu'elles sont aussi importantes que les charges d'entraînement. Et il en a conscience, le sportif de haut niveau. Et les phases de blessure aussi, là où on est quand même un peu moins bien. Bref, tout ça, lui, il est câblé pour avoir ces différents temps. Et il est câblé aussi pour recevoir de la part de l'équipe, c'est-à-dire de la structure, une vraie amorce de ces temps-là. Quand on a un match, on arrive 2 heures avant. On n'arrive pas 1 heure avant, on n'arrive pas 6 heures avant. Enfin voilà, c'est 2 heures avant quand c'est à domicile, peu importe le sport, enfin. Et ça, c'est vraiment important. La structure est en charge même de la notion de charge de travail et de charge mentale. Et en même temps, le sportif doit aussi se réguler et s'écouter. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, parce que moi j'accompagne aussi beaucoup de managers et de dirigeants sur ces problématiques-là, ça fait à peu près 1 an que tout est sur la table du salon, hein. La vie pro, la vie perso, et voire même la vie intime, et avec 3 enfants qui courent au milieu de la table parce que c'est l'heure de l'école ou ils n'ont pas fait assez de sport. Et c'est une vraie question, parce que là, on voit que dans le sondage que tu as lancé, Camille, environ 60% des gens s'estiment en surcharge de travail. Et la surcharge de travail, elle est effectivement subie, mais dans quelle mesure elle est intégrée aussi. Si je sais faire 100 pompes d'un coup, est-ce que je dois faire 3 fois 100 pompes ou 3 fois 80 pour me préserver un peu et pas me claquer? Et ça, c'est vraiment quelque chose que on n'a pas dans le mindset du collaborateur. On nous apprend pas à ça quand on rentre dans le monde de l'entreprise, sur le marché du travail quand on est jeune. C'est aussi à se préserver et à trouver des moments où soit c'est moi qui me préserve, soit c'est l'entreprise aussi. C'est l'organisation qui me préserve d'une surcharge de travail. Donc c'est vraiment un mal actuel, en plus après cette crise, au bout de 1 an où on est à peu près confiné et que tout a bougé, 60% des gens qui nous écoutent là, en ligne, se disent en surcharge. Mais la surcharge, elle vient d'où? Elle vient de ce que je suis en capacité d'accepter et de rendre, ou elle vient de l'entreprise, de l'organisation, de ce qu'elle me demande. Et c'est là où je rejoins Camille sur ces aspects théoriques. Effectivement, il y a plusieurs sensations, mais il faut jamais perdre de vue qu'il y a un vrai cadre juridique. Et en bon arbitre, je sais très bien que il est toujours plus simple de justifier n'importe quelle décision sur la base d'un règlement.
Alors, Vas-y, peut-être Barbara. je voudrais rebondir, Charlotte, sur ce que tu dis. Ce qui est observable quand même, et on reviendra sur ces aspects tout à fait contemporains de ce qui s'est passé pendant le télétravail qui se poursuit actuellement. Ça fait quand même une bonne trentaine d'années que la performance n'a jamais été autant au cœur des préoccupations de l'entreprise. Et bien évidemment, sa liaison avec la surcharge de travail, elle est évidente. C'est-à-dire depuis ces 30 dernières années, ces phénomènes d'intensification, mais aussi d'injonction à l'excellence, d'injonction à l'autonomie, c'est-à-dire qu'on demande à un cadre, alors je parle plus particulièrement du cadre parce que on parle aujourd'hui dans notre société de service davantage de charge mentale véritablement plutôt que de charge physique, puisqu'on est on est vraiment sur de la, globalement en tout cas dans nos pays occidentaux, sur une demande qui est faite sur le service. Donc à nouveau, ça fait une trentaine d'années que le style de management va exiger des cadres. C'est sur ses épaules, au cadre, que va reposer cette injonction de performance, d'autonomie, il doit trouver en lui les propres ressources, ses ressources personnelles pour répondre à des demandes qui sont toujours de plus en plus grandes. Et j'ai l'impression que c'est majoritairement ce ressenti qui est partagé, c'est-à-dire quelle que soit l'entreprise et quelle que soit sa culture, on est dans une augmentation comme un élastique qui se tire à l'extrême de la demande de fournir de la qualité dans des temps toujours plus contraints, avec en plus des salariés qui de plus en plus, quelle que soit leur profession et leur branche, ont à faire un truc qui est très compliqué, c'est-à-dire à vraiment répondre à des demandes extérieures avec beaucoup de pression. Dans la majorité des travaux, que ce soit les centres d'appel, que ce soit dans la grande distribution, c'est-à-dire qu'on va devoir faire face directement à la demande extérieure qui est extrêmement stressante. Et donc cette question de surcharge, il est quand même communément admis que le management et l'organisation fait reposer cette charge et l'impose et l'entretient, en dépit de ce qu'on va partager ensemble sur les efforts et sur l'obligation très très importante qui est faite aux entreprises de la réguler. C'est quasiment intégré dans l'esprit du cadre que ça doit venir de lui, cette ressource. Et justement, alors, j'enchaîne avec la prochaine question, quoi. Quelle est la situation actuelle concernant cette question de charge de travail? Qu'est-ce que l'on constate? Quels sont les retours d'expérience que l'on a apportés? Charlotte, je te donne la parole pour commencer sur cette question. Comment tu vois les choses de ton côté? Alors, au début, je voyais un vent de panique et une charge de travail qui augmente, comme disait Barbara, avec des injonctions de plus en plus fortes. Et je trouve que quand même cette pandémie et cette crise qui nous a mis beaucoup en télétravail, une fois de plus, pour les cadres et les fonctions support, c'est quand même une grande partie de notre auditoire aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui sont positives. On a beaucoup appris de nos erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne régule plus une journée de télétravail comme on l'a régulé au mois de mars l'année dernière, où on faisait peut-être du 6h, 22h sans se rendre compte que c'était compliqué avec les devoirs des enfants et en oubliant de sortir et de s'aérer. Je trouve qu'on a quand même appris de nos erreurs et que il y a une régulation. Le pendulier, il va toujours d'un côté et de l'autre, d'un extrême à l'autre. On commence à recentrer un peu les choses. Tout n'est pas parfait, on est toujours en surcharge dans la majorité du temps, en sous-charge aussi. Et j'ai trouvé aussi que quand on était en sous-charge, il y avait quelque chose de très positif, c'est qu'il y avait plus cette lamentation, il y a le burn-out et puis il y a le bore-out. Et j'ai trouvé que les gens qui étaient peut-être en sous-charge, ils ont mis à profit ce temps pour se former, aller voir ailleurs, souffler, faire des choses dont ils avaient un peu moins l'habitude. Et mon message là, il est vraiment, j'essaye d'être dans le positivisme en disant bon, ok, on est en train de vivre un truc de dingue, ça a tout chamboulé, mais quand même on voit des axes d'amélioration. Le management a appris de ses erreurs, le collaborateur a appris de ses erreurs, peut-être qu'il a arrêté quand même de répondre à ses mails à 22h parce qu'il a compris que c'était too much. L'organisation a peut-être mis en place aussi avec les risques psychosociaux en disant attention, on n'envoie plus un mail après 19h. Les managers, vous n'envoyez plus ça. Et les managers eux-mêmes font attention à l'écologie personnelle de leurs collaborateurs. Donc j'ai quand même la sensation qu'on est en train de restabiliser les choses. Tout n'est pas parfait, on est toujours sous des injonctions qui sont très fortes, mais maintenant on arrive à les catalyser à peu près où il faut.
Et j'ai vraiment envie de voir la chose, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Effectivement, on a énormément de charges de travail, tous autant qu'on est. Les fonctions support, peut-être, se sont découverts être les vrais héros du quotidien. Parce que effectivement, quand on est sur un chantier, on a les mains dans le béton et c'est concret ce qu'on fait. Mais s'il n'y a pas les fonctions support pour organiser un chantier, il n'y a pas de chantier. C'est comme quand il y a un match, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Donc, je pense que quand même, il y a des choses hyper positives et c'était vraiment mon message là-dessus. Ouais, il y a des trucs qui vont pas, mais oui, il y a des trucs qui vont bien quand même et qui vont mieux. Bon, je pense que ça peut faire l'objet d'un sondage. Marina, est-ce que tu peux demander aux gens, est-ce que effectivement il y a ce ressenti de se dire que même si la surcharge, elle est pas, parce que tu en parlais tout à l'heure, j'ai publié les résultats dans le chat, donc vous devriez les voir du premier sondage. La surcharge elle est encore présente. On a 60% des personnes ici qui se déclarent être en surcharge. Est-ce que malgré cette surcharge, on est dans une situation plus adaptée qu'il y a un an, parce qu'on est aussi en train de fêter les 1 an du confinement et de la crise de la Covid par rapport, je dirais, au premier confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est quand même plus maîtrisée, mesurée qu'il y a un an, ou est-ce que non, pas du tout, et c'est encore, je dirais, la folie, on sait plus où on va, quoi. J'ai quand même envie de rajouter, Camille, je dis pas que tout est parfait et que on n'est pas fatigué de tout ça, on n'est pas, voilà. Je suis une éternelle optimiste, mais quand même, j'ai conscience qu'on est fatigué, mais j'ai surtout conscience que les choses se sont stabilisées. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Charlotte, parce que alors, il y a les chiffres d'un côté. C'est vrai que pour répondre à certaines des questions qui sont posées sur le chat, il y a des études effectivement qui montrent, dont une très récente qui démontre que 30% des salariés ont observé une augmentation de 30% de leur travail personnel le week-end ou en soirée pendant le télétravail. Alors, il y a peut-être une différence, comme tu le dis, Charlotte, entre le premier confinement qui était le temps du démarrage et de l'exceptionnel et cette période aujourd'hui où le télétravail se poursuit dans des conditions effectivement plus encadrées. Mais il n'en demeure pas moins que une étude est commandée par le ministre du Travail, puisque il y a un chiffre qui me paraît affolant. Il y a plus de 85% des jeunes parents qui se disent totalement en incapacité de maintenir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et c'est vraiment un cri d'alerte qui est lancé par les jeunes parents. Et cette question de la parentalité et du travail va être, je pense, un très gros chantier. Pour revenir à ce que tu disais, Charlotte, moi je suis assez d'accord. Il faut vraiment distinguer ce début de pandémie et la situation où on est aujourd'hui. En tout cas, au niveau des entreprises, que j'observe parmi mes clients, c'est que beaucoup ont dû faire face, pour ceux qui étaient moins habitués à ce nouveau monde de réglementer, de coordonner les choses pendant ce premier confinement, et la période d'aujourd'hui où on voit fleurir de plus en plus une organisation véritablement plus posée, plus réglementée, qui a appris qu'est-ce qui marche pour mes collaborateurs, qu'est-ce qui marche pas. Et d'ailleurs, c'est très selon la culture de chaque entreprise, entre ceux qui ont véritablement voulu faire revenir leurs collaborateurs massivement au travail. Je pense notamment aux jeunes qui ont assez souffert de la situation de l'isolement, du télétravail, qui ne sont pas forcément logés de manière à travailler de façon confortable depuis leur domicile. Et les cadres qui avaient déjà l'habitude pour certains du télétravail et qui vont avoir du mal ou qui ont du mal à revenir en entreprise. Et pour revenir à cette notion de surcharge, beaucoup d'entreprises ont adopté, si elles ne l'avaient pas fait déjà, des règlements et des accords collectifs sur le télétravail. Thales, pour parler d'un grand groupe, en a fait un qui est très structuré et qui, lui, vise l'avenir, et ça va concerner beaucoup aussi d'entreprises de taille moyenne, c'est-à-dire prévoir les situations de télétravail structurel et de télétravail occasionnel. Et ce mode de télétravail qui aussi engendre de la surcharge, comme on vient de le voir, permet aussi de bien lisser et de mieux lisser, comme tu disais, je pense, Charlotte, pour certaines
pour certaines professions, en tout cas, à qui ça correspond pas mal. En fait, de pouvoir équilibrer, je viens 3 jours par semaine au bureau et je télétravaille 2 jours et je trouve que globalement, ma charge de travail s'en trouve plutôt mieux lissée. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre les entreprises qui géraient déjà mal cette charge de travail auparavant et tous ces catalysés, les entreprises où c'était déjà le bazar, il n'y a pas d'autre mot. Ça a catalysé vraiment des surcharges de travail de dingue et une fatigue hallucinante. Et des groupes qui étaient déjà préparés s'en sont mieux sortis. Excuse-moi Camille, j'ai coupé l'herbe sous le pied. Mais non, mais c'est hyper intéressant et en fait c'est toujours intéressant dans ces sujets parce qu'on parle tant des concepts et de ce que l'on observe, mais on parle aussi de ce que l'on vit. Et moi, dans ce que vous disiez toutes les deux, je me retrouve totalement. Je trouve que la charge de travail est toujours aussi présente, mais je me sens plus adapté. Le sondage est lancé, donc n'hésitez pas à répondre, hein, les participants. Est-ce que la situation est plus stabilisée, adaptée qu'au premier confinement? Sur ce point-là, alors on s'est dit beaucoup de choses. Moi, il y avait un point sur lequel je voulais revenir parce qu'en fait, la réalité, c'est que la situation n'est pas pareille pour tout le monde. Parce que chez Cahiers Social, on a à peu près 500 organisations avec qui on travaille. On est vraiment sur tout secteur d'activité. On est dans la tech, on est dans l'industrie automobile, l'aéronautique, on est dans l'informatique, on est dans la grande distribution, voilà, et on a plein d'acteurs qui vivent différemment cette crise, avec des gens qui se retrouvent avec shutdown complet de l'activité, hein, des restaurateurs, on a beaucoup d'organisations clientes qui sont dans la restauration, qui concrètement ont des restaurants fermés. Donc là, la question de la surcharge, c'est pas du tout le sujet. On est plus sur des questions de sous-charge de travail avec les troubles psychosociaux associés. Et puis on a aussi plein de clients dans la tech typiquement qui en fait débordent de travail à ne plus savoir qu'en faire et même avec cette obligation de faire parce que personne ne s'attendait à une hausse de la demande aussi importante. Et on l'a vu jusque très récemment et avec alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas ça a fait beaucoup de bruit. Un des serveurs de OVH a pris feu et donc s'est répercuté sur une shutdown de beaucoup d'activités tech. Et d'ailleurs, c'est OVH, c'est comme on les connaît bien chez Cahiers Social. Le directeur des relations sociales disait un élément très intéressant, Barbara, par rapport dans ces mêmes ateliers de regard croisé. Il disait le télétravail, c'est vraiment la mise en exergue des différences entre les gens. Au travail, on est tous pareils, on est tous les mêmes. Mais à la maison, là, on est tous différents. Et quand on demande aux gens de travailler à la maison, on les met dans des conditions de travail très différentes les uns des autres. Et c'est pas du tout ce qui était prévu, quoi, par l'organisation du travail en général. Nous, on a beaucoup d'organisations, effectivement, qui, au-delà de cette question de soit j'ai moins de travail, soit j'ai plus de travail, on a beaucoup d'organisations qui ont les deux à la fois. C'est-à-dire que on a des entités qui ont moins de travail et on a des entités qui ont plus de travail. C'est vrai quand on a différents métiers au sein de son organisation, je parle des grandes entreprises qui ont plein de métiers très très différents, qui sont affectés différemment par cette crise. Mais je parle aussi des métiers au sein de l'entreprise, parce que typiquement les fonctions RH, qui tu parlais Charlotte tout à l'heure de ces fonctions support qui sont clés aujourd'hui dans les organisations, parce que sans fonction support, en clair, et les RH sont vraiment le pilier des piliers de l'entreprise, je dirais, parce que elles gèrent le code du travail, elles gèrent les recrutements, elles gèrent le sous-staffing. Bref, elles sont vraiment au cœur du réacteur sur la question de la crise que l'on traverse actuellement. Et ça, nous, ces différentes situations qui affectent justement ces questions de charge de travail, chez Cahiers Social, on ressent particulièrement sur la question de l'impact psychologique. On a beaucoup plus de sollicitations sur deux salariés qui nous appellent parce que soit ils ont, en tout cas, je ne sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, ils ont moins de travail ou alors ils ont plus de travail. Mais en tout cas, cette situation a un impact sur leur santé psychologique, si je puis dire, restreindre la santé à juste la partie psychologique. Donc, on a un impact très très clair de cette situation sur la santé psychologique des gens,
avec le télétravail, le confinement, la digitalisation, parce que tout ceci est lié, mais en fait, on a le télétravail au sens je suis confiné dans une zone dans laquelle je ne suis pas à l'équilibre pour réaliser ma famille, ma vie sociale et ma vie professionnelle. D'une part, on a un deuxième facteur qui est très important, c'est effectivement la digitalisation, le fait que toutes les réunions se fassent par le biais d'un écran, pour beaucoup d'organisations. Et tout à l'heure on en parlait, la pression de l'environnement. Tu disais, effectivement, c'est les managers qui portent, et managers avec un grand M, parce qu'on parle pas que des managers de proximité, on parle de tous les niveaux, toutes les strates de management dans les organisations, qui portent cette injonction paradoxale d'être plus performant en moins de temps, avec moins de monde, plus d'outils, et en même temps une demande du marché, parce qu'on a aussi la clientèle a énormément évolué, le marché évolue très très vite et donc l'entreprise doit s'adapter au marché et adapter son travail à l'homme. Et cette équation repose effectivement beaucoup sur les fonctions managériales. Et donc on a beaucoup de questions sur ces sujets. Et pour terminer avec la question qu'on posait, à savoir est-ce que on est dans une situation plus adaptée aujourd'hui qu'on ne l'était hier, nous on a de plus en plus d'entreprises qui maintenant ont, je dirais, passé la partie crise, je fais en sorte que mon entreprise fonctionne et qui travaille sur les questions droit à la déconnexion, sur les questions de charge de travail. Nous, on a eu plusieurs demandes où en fait on accompagne des collectifs, soit toute l'entreprise, soit des groupes de managers sur comment je gère la charge de travail avec les variations de rythme, les demandes, comment je travaille ma charge prescrite en fait. Qu'est-ce que je dis à mes équipes par rapport à il faut travailler, il faut pas travailler. Hier, on savait dire aux gens, bon, on fait pas de réunion après 18 heures. C'était respecté, c'était pas respecté, c'est un autre sujet, mais on savait donner la règle. On travaille pas le soir, on travaille pas le week-end. Là, aujourd'hui, les retours qu'on a des managers, c'est si moi je dis ça, ils se moquent de moi déjà parce qu'en fait c'est impossible. Et en fait je ne peux même pas parce que on tue la boîte, on tue l'activité, c'est impossible que je puisse leur donner des consignes. Donc ma réaction en tant que manager, c'est de ne pas donner de consignes et de laisser les gens gérer. Et ça, par rapport à la présentation que je faisais tout à l'heure sur la charge prescrite qui était déterminante dans l'évaluation de la charge de travail, ça marche pas parce que l'absence de charge prescrite, c'est ce qui est pire en fait. Dans les définitions de Sigris, on voit bien que globalement dire non mais la charge de travail on n'en parle pas parce que ça nous pose problème pour plein de questions et ne serait-ce que juridiques, on n'en parle pas, ça c'est catastrophique au sens psychologie du terme. Je vais publier non, ça a été partagé, super, merci Marina. Donc je vais partager les résultats. Est-ce que la situation est plus stabilisée aujourd'hui? Alors j'ai 66% des gens qui répondent oui, la situation est plus adaptée, Charlotte. Tu vois, donc c'est la grande majorité quand même. T'as 14% qui disent la situation est la même et non, la situation n'est pas plus adaptée. T'as 20% quand même des participants qui. Quand tu changes les règles du jeu, il y a toujours une période d'adaptation. Alors soit la sienne parce que tu dois jouer autrement, soit celle de l'équipe, du championnat et de l'organisation en général. Donc effectivement, il y a une adaptation qui est générale, individuelle et collective. Et je pense vraiment qu'on va dans le bon sens, même s'il y a fatigue, etc. Et pour rejoindre ce que tu disais en conclusion, Camille, effectivement, prenez un match et oubliez le règlement et ne mettez pas d'arbitre. Je suis pas sûr qu'il aille jusqu'à son terme. Prenez un match, mettez un arbitre, même s'il est pas très bon, ça ira jusqu'à son terme. Il y a des sports comme ça où on met plus d'arbitre, mais ça finit généralement jusqu'à ce qu'il y en ait un qui bouge plus. Et en fait, on me dit toujours, il y a un seul sport au monde où il n'y a pas d'arbitre, c'est l'ultimate, c'est du frisbee. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est des équipes de frisbee. On se passe le frisbee et en fait, effectivement, il n'y a pas d'arbitre, mais chaque joueur a la responsabilité de la règle. Donc en fait, au lieu d'avoir un seul arbitre, tous les joueurs sont arbitres. Donc on a démultiplié le nombre d'arbitres. Ah, c'est intéressant. Mais comme c'est la blockchain en fait. C'est ça, blockchain. Comme dans le code du travail, parce que il y a un article du code qui prévoit que chaque salarié est en charge de sa propre sécurité. Donc en matière de prévention et en matière de charge de travail, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'à la fois on est collectivement, enfin tous les acteurs sont responsables de ce sujet. Bien évidemment, l'entreprise elle est au cœur du fonctionnement, de la détermination de la méthodologie de travail, des objectifs qu'elle veut atteindre et du staffing des salariés pour l'atteindre. Mais les salariés, donc avec cette histoire de ressenti, sont aussi eux
d'une certaine manière en charge de leur propre santé et doivent alerter quand les choses dépassent. J'ai vu pas mal de questions sur ce sujet qui reviennent, mais au fond, qu'est-ce que c'est véritablement? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est en surcharge? Quand est-ce qu'à quel moment le salarié est légitime d'alerter ou de se sentir en dépassement? Et c'est une question vraiment intéressante parce que c'est, en tout cas, si la question est posée par le salarié, ma réaction serait de dire que c'est le moment de s'en préoccuper très sérieusement, de se tourner évidemment vers les acteurs de l'entreprise qui peuvent adresser cette question. Bien sûr, les RH, pourquoi pas les représentants du personnel et en tout cas la médecine du travail. Avant véritablement que des incidents sur la santé peuvent se créer. Et le manager aussi, Barbara, parce que pour l'avoir aussi vécu, des personnes qui se sentaient en surcharge et qui en fait, aussi par le crainte de ne pas être jugé, n'alertaient pas leur manager pour leur dire je me sens en surcharge, alors que le premier relais, ça reste le manager qui a dans ses rôles d'acteur de la qualité de vie au travail la question de l'évaluation et de l'équilibre de la charge de travail. Et donc, surtout prévenir le manager aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il résolvera, mais il y a peut-être un crescendo, quoi. Je commence par prévenir mon manager, mes RH, les élus, le médecin du travail, parce que le médecin du travail, quand il est confronté à quelqu'un qui vient voir en surcharge et qui vit une surcharge émotionnelle liée à cette surcharge de travail, le seul outil du médecin, c'est d'arrêter la personne pour la préserver. Mais donc, c'est déjà trop tard, malheureusement. Alors, ça dépend parce que le médecin du travail, c'est quand même, en tout cas, quand on est côté RH, c'est vraiment le recours absolument incontournable quand on a un doute sur la capacité du salarié à faire face à sa charge de travail, pour des raisons de fragilité personnelle, de pathologie préexistante ou objectivement pour des raisons de dérapage complet de la part de son management intermédiaire qui ne sait pas le préserver. C'est vraiment une nécessité juridique que de se tourner vers la médecine du travail qui, comme tu le dis Camille, peut le cas échéant lui dire d'aller voir son médecin traitant pour se faire arrêter ou de suspendre effectivement s'il y a une situation urgente son exécution du travail si là on est face à une situation qui peut pas être réglée immédiatement. Mais c'est aussi la seule manière pour l'entreprise de se protéger efficacement pour se préserver, on va dire, d'une mise en cause de sa responsabilité, ce qui se passe dans les cas de faute inexcusable. On voit la jurisprudence, elle est abondante dans les cas les plus accrus, ceux qui sont arrivés à une situation extrême de charge de travail peuvent basculer dans des pathologies lourdes, de syndrome anxio-dépressif, de burn-out bien sûr, jusqu'aux extrêmes de tentatives de suicide. Et bien sûr, la responsabilité de l'entreprise peut être engagé de façon lourde vis-à-vis de ses dirigeants, au plan financier, au plan pénal parfois. Donc le recours à la médecine du travail, il est incontournable, il n'y a pas à discuter en cas de moindre doute sur la manière même dont le manager est en capacité de traiter. C'est vraiment un recours indispensable. Hyper intéressant, merci beaucoup Barbara, parce que tu vois, c'était pas clair pour moi et je pense que c'est clair pour personne, donc un grand merci. Justement, la question des conséquences, Barbara, comment tu viens d'en parler, donc comme ça faisait partie des questions, comment tu vois ça Alors les conséquences, c'est les enjeux en fait de la surcharge du travail, c'est des enjeux de responsabilité, des enjeux financiers, pas que. Il y a des enjeux surtout on va dire alors on va les catégoriser. Par exemple, tout ce qui a lieu à la situation individuelle peut donner lieu évidemment à des contentieux. Par exemple, je prends l'exemple d'une charge de travail très mal définie dans un contrat de travail. Par exemple, dans les petites PME, on peut voir souvent des postes polyvalents dont à la seule lecture des missions du contrat de travail, on voit à quel point la personne, elle est multicasquette, mais à un point qui est complètement délirant. Et ça peut donner lieu, si le contrat de travail ressemble à ce qui est, enfin, si la réalité du travail ressemble au contrat de travail, à des situations de surcharge, et on se retrouve avec des contentieux, comme on a dit, liés à de l'absentéisme, mais surtout au développement des pathologies. Donc pour l'entreprise, surcharge veut dire potentiellement absentéisme,
arrêt de travail à répétition, contentieux en faute inexcusable, ça c'est pour aller à l'extrême, mais contestation par exemple de licenciement pour inaptitude, etc., etc. Donc c'est des situations qui sont liées à un moment donné, la situation paraît très compliquée pour une personne. Est-ce que je mets en place les éléments nécessaires? Donc, à nouveau, au plan de la prévention, est-ce que mon document unique est suffisamment renseigné? Est-ce que je le mets à jour correctement chaque année? Est-ce que mes IRP sont suffisamment consultés et impliqués dans les questions de charge de travail? Comment se passe l'organisation de travail vis-à-vis des managers? Comme tu le disais Camille, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés? Est-ce que la formation est faite? Donc c'est tous ces volets-là qui concernent l'entreprise et qui sont vraiment des enjeux importants. Ouais, et d'un point de vue psychologique, nous, à titre d'information pour les participants, on a en moyenne 3 fois plus de personnes qui viennent nous voir, ouais, dans une entreprise qu'en temps normal. Et les personnes qui viennent nous voir, on fait 3 fois plus d'entretiens avec nos psychologues et nos coachs que en temps normal aussi. Et donc on a un impact crise très net sur l'impact psychologique. On le constate. Et je vous parle pas de 30 demandes, on a accompagné 10 000 personnes l'année dernière, et donc le lien il est très net. Et quand on regarde le facteur lié à la charge de travail, parce qu'il y a d'autres facteurs de cette crise qui viennent impacter la santé mentale, mais simplement lié à la surcharge de travail, globalement, ça doit représenter 20% des personnes qui viennent nous voir en plus. Et ça, il y a 2 éléments à ça, pour préciser ce chiffre de 20% des gens qui nous sollicitent liés à la question de la charge de travail. Donc ça veut dire que oui, il y a un impact très concret lié à la charge de travail sur la santé mentale au sein des salariés en France. C'est du très concret. Mais on pense que ce chiffre, il est inférieur à la réalité, parce que quelqu'un qui est en surcharge de travail, il va avoir un réflexe, et je pense que Charlotte, ça va te faire aussi une transition, c'est de ne pas s'occuper de lui. Et de prendre, c'est vraiment la dernière chose que tu fais quand tu es en surcharge de travail, si tu prends pas soin de toi. Et là, ces gens-là qui prennent pas soin d'eux, on les reçoit pas, on les accompagne pas, on n'évite pas justement de passer à l'étape d'après, le burn-out, la surcharge émotionnelle, et donc les conséquences de santé qui vont être beaucoup plus lourdes pour lui et pour l'entreprise, telle que tu le précisais, Barbara. Ouais, c'est vraiment ça. Merci pour la transition. J'allais la faire sur le chat qui se balade, qui lui n'a aucun problème de surcharge mentale, ni de sous-charge, parce que il vit sa vie comme bon lui semble, et c'est peut-être là où il faudrait s'inspirer. C'est ça. Et moi, j'allais parler de l'écologie personnelle, et avant toute chose, je voulais dire aussi que les managers, et même personnellement, dans une équipe, on est des fois ailier, on est des fois centre, on est des fois gardien. On n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes compétences, et on n'a pas la même capacité à encaisser l'endurance, l'endurance ou le sprint. En ce moment, c'est quand même l'un ou l'autre. Et je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable, et de pouvoir lever la main auprès des préventeurs. Tu n'en as pas parlé, Barbara, mais je pense que ce sont aussi des maillons dans l'entreprise. Les préventeurs, ils sont pas là que sur les EPI avec les gants, les lunettes et les casques de protection. Ils sont aussi là pour ça avant la médecine du travail. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie écologie personnelle à avoir, et ne pas prendre soin de soi, c'est effectivement ne pas ménager sa monture, et tu vas pas loin. Alors effectivement, il y a 2 adages qui ont très attrait dans le sport de haut niveau et dans le sport en général. C'est seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et c'est là où l'organisation a une vraie responsabilité, c'est de mettre ensemble les gens. Et ce que je voulais dire là-dessus, moi j'accompagne énormément d'entreprises en ce moment, et de plus en plus, et là je suis noyée de demande sur l'engagement des collaborateurs. Et l'engagement des collaborateurs, il vient de quoi? Il vient de la motivation dont tu parlais, Camille, en introduction, avec tes magnifiques schémas. Mais ça vient vraiment de ça. Et si on ne se sent pas bien, si on n'a pas une vision alignée avec celle de ses confrères et consoeurs, on ne va pas loin. Vous pouvez dire à tout le monde, tiens, le but du jeu, c'est de traverser l'Atlantique Il y en a qui vont prendre des offshore, il y en a qui vont prendre des bateaux à voile, il y en a qui vont prendre des rameurs, tout seuls dans leur coin, et puis ceux-là, on les verra arriver 9 mois après ceux avec les offshore. Donc, il y a vraiment une différence de perception et de vision. Dans les conséquences, moi, je vois vraiment aussi quelque chose qui s'est catalysé, des gens qui se posaient des questions sur leur carrière.
même des managers, des dirigeants, des collaborateurs, on a vraiment vécu un catalyseur d'émotions et de recentrage. Enfin, c'est un truc un peu bateau, on en entend beaucoup parler, c'est l'alignement tête, cœur, corps, où est-ce que je vais, mais ça va avec la vision globale de mon entreprise. Est-ce que je suis en capacité d'être motivé et d'absorber ces charges de travail parce que j'ai une vision concrète et je sais où on va et je sais pourquoi on y va, et je me lève tous les jours pour être devant mon ordinateur avec une mission très claire. Et puis il y a ceux qui ont perdu tout leur repère, c'est-à-dire que moi je suis devant mon ordinateur, je fais des conférences ou des réunions, et en fait je ne comprends plus quel est mon rôle dans ce rouage énorme qu'est l'organisation. Et pour moi, une des premières conséquences, c'est une conséquence très individuelle, c'est est-ce que je continue là où je suis et pourquoi j'y suis. Est-ce que finalement faire 12 heures par jour devant un ordinateur pour gagner un salaire qui me paraissait top avant, où j'étais bien, est-ce que finalement je préférerais pas aller élever des chefs dans le Larzac parce que ça aurait plus de sens. J'exagère un peu le trait, je le grossis, mais c'est vraiment ça. Et une des principales conséquences, je trouve, humaines de ces surcharges ou de ces sous-charges, c'est le réalignement personnel des collaborateurs. Et on voit bien, sans cette dynamique économique où on a tous besoin de manger et de payer notre loyer, on est tous en train de réorienter les choses quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charlotte. Je voyais parmi les commentaires parler de nécessité, de gratitude, de respect, de reconnaissance. Effectivement, quand on n'est plus en ligne, alors qu'on nous a demandé tant d'efforts au sein de son entreprise, il y a vraiment des changements de comportement, c'est-à-dire l'acceptabilité de la charge de travail. Elle est vraiment en fonction de ça. C'est-à-dire que les salariés ont vécu on a vécu de telles choses tellement difficiles. Et ça concerne, je voyais aussi certains commentaires, ça concerne aussi et principalement dans certaines sociétés, les services RH qui ont tellement donné pendant cette période, qu'à un certain moment, l'alignement avec les valeurs, se retrouver dans ce que propose l'entreprise, c'est essentiel pour continuer à y croire et continuer à absorber une charge de travail qui est loin de diminuer dans beaucoup d'organisations. Ouais, c'est le moment d'ailleurs où il y a aussi beaucoup de questions sur quelles actions concrètes à réaliser, quels outils pour lutter, comment on fait de la prévention, voilà. J'avais aussi d'autres questions parce que on va faire le tour sur les outils. C'est le moment outil. Du boîte à outils du webinaire. Avant ça, j'avais quand même 2-3 questions auxquelles je voulais répondre. Enfin, il y avait une question en tout cas sur la question du droit à la déconnexion. On a prévu de faire un webinaire dédié au droit à la déconnexion parce que c'est un sujet vraiment complexe, en tout cas qui pourrait bénéficier d'un temps dédié. Donc ça, on va communiquer dessus. Donc vous aurez des infos là-dessus si vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas à suivre Cali Social, les newsletters, vous inscrire sur Webekeo, etc. Vous serez au courant. Et maintenant, justement, temps outil. Charlotte, tu me parlais d'écologie du corps. Comment on fait? Plus que de l'écologie du corps, c'est vraiment l'écologie personnelle. Alors c'est quelque chose que je ramène du sport de haut niveau dans le monde de l'entreprise et où j'accompagne énormément de collaborateurs là-dessus. C'est avant de râler parce que je reçois des mails à 22h, qu'est-ce qui est non négociable pour moi, c'est-à-dire tiens, à 18h, j'arrête. Et voilà, l'écologie personnelle, c'est comme le sportif de haut niveau. Il sait qu'il a entraînement de là à là, que le match est de telle heure à telle heure et que ça demande tant de préparation, mais il faut des temps de repos. Il faut des temps pour souffler, il faut des temps pour réparer le corps. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise. L'écologie personnelle, c'est être en capacité de pouvoir s'imposer à soi-même en tant que petit individu dans son microcosme, avant même de parler de l'organisation. C'est de dire, voilà, moi j'ai besoin de marcher 1 heure par jour parce que ça m'aère, ou j'ai besoin de jardiner 2 fois une demi-heure, peu importe. Et ça, je me l'impose et c'est du non négociable. Et à partir du moment où on est en capacité de pouvoir soi-même se donner des buts et les réadapter aux nouvelles conditions. Avant, j'aimais peut-être sortir de 18h à 19h. Maintenant, c'est compliqué. Alors, comment je manage ma journée de travail pour faire rentrer ça? Pourquoi je devrais tout mettre entre parenthèses pour le travail? Et l'écologie personnelle, c'est vraiment cet alignement personnel en disant j'ai des choses perso, j'ai des choses pro. Bien sûr, tout est au milieu de la table en ce moment, mais je suis en capacité de pouvoir quand même les adapter et ne pas m'en défaire d'aucune sorte. Donc c'est vraiment une boîte à outils, c'est devenez arbitre de votre libre arbitre en fait.
On n'a pas ton micro, Camille. T'entends plus? Merci Charlotte. Je disais Barbara. J'entendais pas effectivement. Du côté de l'entreprise, ça va vraiment être un truc. Je voyais un commentaire que je trouvais très intéressant qui disait oui, souvent les sociétés peuvent avoir tendance à externaliser la problématique du contrôle de la charge de travail ou de l'engagement. C'est-à-dire que oui, c'est essentiel de pouvoir bien s'entourer, mais il faut aussi incarner les valeurs. Et ça revient à ce qu'on disait. La problématique de la charge de travail pour l'entreprise, c'est repérer les problèmes, c'est former le management et c'est respecter ses obligations. Mais tout ça, ça s'incarne. C'est-à-dire, ça ne sert strictement à rien si c'est plaqué, si c'est affirmer des valeurs qu'on n'incarne pas ou qu'on fait pas respecter. Et ça passe essentiellement par ce qui est le plus difficile, hein. C'est d'abord réglementer son propre management. Et ça doit venir d'en haut. C'est l'exemplarité qui mène ça. Je suis tout à fait aligné avec tous les deux. Ça sert à rien qu'on discute, il n'y a même pas de débat. Non, mais vous voyez, là, on a des demandes de boîtes qui se posent la question de la charge de travail, qui ont essayé de la réguler, voilà, et puis qui voient que le temps passe, le problème se résout pas. Et puis en fait, on a changé les organisations de travail, et donc la charge prescrite, elle doit changer aussi. Et ça, à un moment, il faut prendre la parole. Et c'est évident que c'est pas facile de prendre la parole sur la question de la charge de travail. Les dirigeants ont peur de dire, mince, est-ce que si je dis qu'il faut pas trop travailler, les gens vont pas trop travailler alors que j'ai besoin qu'ils travaillent. En fait, on en arrive au point où aujourd'hui, celui qui a trop de charge de travail, qui a un sentiment de surcharge de travail, qui ne le dit pas, va finir avec un burn-out, un arrêt maladie, de l'absentéisme, et ça va occasionner encore plus de travail sur les personnes restantes. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Et aujourd'hui, on peut pas faire cette économie de dire aux gens prenez soin de vous. Et donc les actions très concrètes pour faire cela, c'est déjà faire un travail avec les dirigeants sur comment fonctionne la charge de travail. Déjà cette notion de prescription et de perception au-delà de la charge réelle. En deux, de faire un prédiagnostic de la situation, d'aller interroger les salariés, un échantillon pour voir quelle est l'adéquation de ce diagnostic, faire un plan d'action, et puis très rapidement prendre la parole pour définir les règles. Qui est responsable? Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une situation? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est les managers ont un rôle très important de réception des alertes et de remontée des alertes, parce que aujourd'hui, oui, même économiquement, c'est pire de ne pas traiter le sujet et de laisser l'absentéisme augmenter plutôt que de dire aux gens, si vous vous sentez en surcharge, dites-le et on fera une revue du poste. Votre manager va faire une revue du poste, il est formé pour ça. Et en plus de ça, on les remonte dans nos KPI pour dimensionner l'entreprise par rapport aux besoins du marché et non pas se servir des salariés comme variable d'ajustement. Ce qui est naturel dans une période, je veux pas du tout jeter je veux pas du tout dire aux dirigeants, vous faites n'importe quoi. Je veux dire, c'est naturel dans une période aussi bousculée que la période actuelle de pas savoir dire exactement qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit travailler. Personne n'a cette capacité. Mais aujourd'hui, on le sait. Il est temps maintenant de poser un nouveau cadre et de nouvelles règles et de prendre la parole et de dire aux gens, prévenez le management, revoyez l'organisation de l'individu quand il est dans cette situation pour éviter justement que ce soit traité de manière totalement passive et subi, à savoir quelqu'un a une surcharge jusqu'au jour où il fait un burn-out, jusqu'au jour où il va voir son médecin du travail et qu'il a arrêté. Et sur une équipe de 10, quand il manque une personne, tout le monde récupère 10% de travail en plus, alors qu'ils étaient peut-être déjà dans cette situation. Voilà. Ouais, quand les règles du jeu changent, il faut mettre tous les acteurs du jeu autour d'une table avant de les laisser jouer. Je pense que c'est primordial. Et d'ailleurs, pour les participants, vous recevrez, nous on a fait un e-book sur une démarche qu'on a menée, on s'est dit mais ça c'est bien, mais pour n'importe quel RH, pour conduire justement un accompagnement sur la charge de travail au sein de son organisation avec les grandes étapes, justement pour sortir un plan d'action et faire en sorte que à un moment la direction ait le courage d'aller prendre la parole sur ce sujet, parce que c'est pas un exercice qui est simple, quoi. Et j'ajouterais, Camille, par rapport à ce que tu dis, l'importance du suivi, parce que le suivi du plan d'action, finalement, mieux vaut calibrer des choses qu'on est sûr de suivre, car rien de plus décourageant pour les salariés, finalement, qu'un plan d'action qui n'est pas mis en œuvre. Que de l'affichage du marque employeur qui n'est jamais suivi. Ouais. Exactement.
Moi j'avais prévu dans mes notes un moment de parler. Je vois que c'est donné en commentaire, donc je mets en avant la matrice d'Eisenhower, qui est un outil pour organiser la charge de travail au sein de son équipe. Voilà, qui est un outil pratique et effectivement c'est un bon outil, notamment pour soi. Mais quand on est manager, c'est adapté à cela. Et donc, j'ai pas pu le présenter. Enfin, j'ai fait le choix de ne pas le présenter pour me réserver sur d'autres sujets. Mais pour toutes les personnes que ça intéresse, la matrice Eisenhower, je le mets en chat. Vraiment, c'est un outil intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à prendre aussi des yeux extérieurs pour capter tout ça, tout ce qui se passe au sein de vos organisations. Je pense que c'est toujours mieux vu par Tata que par maman de temps en temps. On a besoin de personnes extérieures comme Barbara ou des consultants comme moi ou comme Camille aussi qui arrive avec beaucoup de théories. Faites-vous aider en fait. Que vous soyez collaborateur ou organisation, faites-vous aider. On a toujours besoin d'une main tendue. C'est vrai, tu as raison, j'en parle pas parce que même chez Kelly Social, pour toutes les personnes qui travaillent avec Kelly Social présentes aujourd'hui, parmi nos psychologues, nos coachs, on a des personnes spécialisées dans l'organisation de la vie professionnelle, personnelle, et qui travaillent justement sur ces gestions de charge de travail. Ça, c'est vraiment très individuel. Mais voilà, sachez que chez Kelly Social, quand vous appelez nos services, si vous y avez accès avec votre entreprise ou votre ministère ou bref votre organisation, on a des spécialistes pour accompagner individuellement les personnes sur ces sujets. Voilà, on a énormément de commentaires aujourd'hui, c'est impressionnant. J'ai l'impression que ce thème, il mériterait vraiment qu'on reprenne, qu'on fasse une étape 2 parce que tout ce qu'on a fait, c'était hyper intéressant. Je veux rien enlever du tout, mais je me dis, mais il faut qu'on continue, quoi, parce que la charge de travail, c'est pas simple. Hein. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Tu vois, il est 15h31. Ça y est, on a fini. Et maintenant, il faudrait répondre à toutes les questions. Et maintenant, il faut répondre à toutes les questions, mais il y en a trop. Ça tombe. On a essayé d'en répondre quand même. Hein. On va essayer. Oui, pour une étape 2. Alors, encore faut-il que la direction le veuille. Oh, l'absentéisme de 20% des effectifs, ça motive. Exactement, beaucoup trop court. Merci. Thème vraiment d'actualité très dense. Oui, pour l'étape 2. Merci beaucoup aux intervenants de qualité. Merci. Écoutez, merci à tous les participants. On s'était engagé pour terminer à 15h30. Il est 15h31, donc je voudrais pas trop déraper. Barbara, Charlotte, encore une fois, merci pour vos éclairages, toujours aussi inspirants et riches d'enseignements. Et puis pour tous les participants, vous allez recevoir un email avec évidemment l'accès au replay, un questionnaire. N'hésitez pas à répondre au questionnaire s'il vous plaît pour nous